Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. C'est toujours des bons moments passés avec vous. Aujourd'hui, vous êtes ensemble dans un groupe de pirates. Vous vous donnez la main, vous vous soutenez. Vous arrivez à récupérer votre conjoint. Et ça, c'est génial. Alors, c'est pas la peine d'essayer de faire des exploits. C'est pas la peine d'essayer de faire des hacks. Vous savez, on va vous proposer de dire rendez jaloux votre conjoint. Ne lui répondez plus à ses messages pendant 3 mois. Écrivez-lui une lettre magique, des hacks là, qui ne mènent à rien. Vous pourrez récupérer votre conjoint, oui, puisque toutes les crises se terminent, toutes les crises existentielles se terminent, notamment les relations de passement aussi. Oui, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Ça ne sert à rien de faire des hacks qui vont vous faire des erreurs. Quand vous avez voulu faire un ultimatum pour faire un hack pour aller plus vite, ça s'est retourné contre vous. Quand vous avez fait une propulsion, vous avez écouté le psy de quartier, vous avez écouté le coach qui vous dit fais un silence radio ou mets-la dehors, ça va les faire réfléchir, ou mets-le dehors, ça va les faire réfléchir, vous avez reculé. Vous allez récupérer votre conjoint avec les pirates sur cette chaîne, mais il va falloir que vous le fassiez de façon régulière, l'effet cumulé. Chaque jour, vous faites une petite formation. Chaque jour, vous mettez en place les modules de la formation que vous avez pris en place. Chaque jour, vous montrez que vous avez changé. Chaque jour, vous améliorez. Chaque jour, vous passez des beaux moments avec votre conjoint. Et ça va faire quelque chose qui va vous faire passer en phase 4. Si vous n'avez pas cette base, si vous ne changez pas vraiment, vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint. Les neurosciences aujourd'hui sont merveilleuses pour ça. On s'est trompé pendant longtemps avec la PNL qu'on appelait un outil magique, par exemple. Non, ça on s'est aperçu que ça ne fonctionne pas. C'est ce que vous faites dans la durée. Les moines bouddhistes font de la méditation. Ils font des milliers d'heures pour retrouver ce calme, etc. Mais petit à petit, ils y arrivent. Si vous choisissez quelque chose qui dure, c'est-à-dire un couple qui va durer 50 ans, 60 ans, il faut que vous employiez des techniques de durée. Alors ça, vous aurez des problèmes, évidemment. Cette semaine, on parle de la formation sur les problèmes, comment résoudre les problèmes, comment avoir une machine à régler les problèmes convenablement. Et cette formation, vous l'avez adorée. Et c'est ces petits problèmes que vous allez gérer au jour le jour et vous allez continuer à avancer dans le dur. Si on vous propose un hack, si on propose un silence radio, ça fuyez, ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner pour manipuler quelqu'un, comme quand si vous voulez vendre un produit à quelqu'un qui est ça le revoir ensuite. Mais si vous voulez avoir quelque chose de stable, si vous voulez quelque chose de la durée, faites petit à petit. Vous savez, je vais y arriver. Les neurosciences nous ont beaucoup apporté ces derniers temps. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. On va comprendre des choses. Rien de ce qui dure ne peut demander que de la constance et de la durée. Et du coup, on ne souffre pas, parce que chaque jour, on s'améliore. Vous savez, le cerveau est heureux quand on est mieux que hier, quand on a fait mieux que hier, voilà quelque chose où on est mieux qu'on pensait. Je pensais traverser la crise de mon conjoint de façon très difficile, et grâce aux formations, grâce aux neurohypnoses, ça va beaucoup mieux. Donc, comme vous avez des bonnes surprises, vous créez de la dopamine et de la sérotonine. C'est comme ça qu'on fait. Quand vous allez faire un hack, un silence radio, vous n'aurez pas de résultat. Et donc, vous allez être déçu. Et vous allez créer du cortisol. Vous faites une lettre magique. On vous conseille de faire une lettre magique, d'écrire que vous acceptez la situation, qu'on lui souhaite bonne chance et que peut-être un jour reviendra. C'est terrible de faire ça. Eh bien, vous n'aurez aucun effet. Donc, forcément, vous aurez un cortisol derrière. Et donc, vous serez déçu. Et vous serez énervé à nouveau contre votre conjoint, etc. Donc, si vous, au contraire, faites des choses qui marchent tous les jours, vous apprenez à faire la neurohypnose, vous apprenez, dans la formation de cette semaine, à régler des problèmes, vous apprenez ça, et ça marche, et donc vous êtes content. Donc, vous avez la dopamine, vous avez la sérotonine, et vous vous améliorez, et vous êtes bien dans votre peau, et votre conjoint voit que vous avez changé, et comme vous êtes bien dans votre peau, pleine de dopamine et sérotonine, vous ne pouvez passer que des bons moments avec votre conjoint. Toutes les formations, vous les retrouvez en descriptif de cette vidéo, évidemment, mais vous voyez que la méthode, elle ne peut pas échouer. Si vous faites régulièrement, si vous changez régulièrement sur une longue période, bien sûr que vous allez récupérer votre conjoint. C'est pour ça qu'une crise existentielle, notamment, est longue, ça peut prendre plusieurs mois, parce qu'il faut que l'autre aussi ait le temps de se former, le temps de faire cet effet cumulé pour revenir avec votre conjoint. Vous savez, je vous déconseille souvent d'écrire à votre conjoint par SMS, etc. Surtout pas de négocier, surtout pas parler du couple, ce que vous faites évidemment quand vous êtes un bébé pirate. Aujourd'hui, on sait que plus vous allez faire de choses en face à face, ou au téléphone si vous ne pouvez pas, mais en face à face c'est mieux, plus vous allez pouvoir obtenir des informations et créer avec les neurones miroirs des bons moments. Les mouvements des yeux vont prédire les choix imminents de votre conjoint, même lorsque ces choix
ne sont pas directement liés au regard. Alors, je lisais une thèse ce week-end de l'université de Rochester aux États-Unis. J'adore c'est mon truc, hein, de continuer à bosser dans les neurosciences et continuer à me former dans les neurosciences. Ça me plaît beaucoup. Je lisais cette confirmation que je vous dis depuis des années que une expérience a montré, alors on a pris des participants et on a demandé à ces participants de prendre une décision perceptuelle. Alors c'était juger la direction de mouvement, c'était tout bête. Et puis on leur demandait d'effectuer un mouvement oculaire non relié à cette décision, à regarder à gauche ou à regarder à droite. Donc vous voyez, donc on demande de prendre une décision et ensuite de faire un mouvement oculaire non relié à cette décision, un peu au hasard. Eh bien, on a analysé précisément la direction du regard juste avant le mouvement oculaire et les chercheurs pouvaient prédire l'option choisie par le participant à plus de 60% des cas. Ça veut dire c'est énorme, hein. Ça veut dire que la moyenne est à 50%. Donc on arrive à anticiper, même avec les biais de l'expérimentateur qu'il a, etc., à plus de 60%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau prépare déjà la décision quelques secondes avant qu'elle ne devienne consciente. Donc quand vous mettez de la pression sur votre conjoint, quand vous créez du cortisol, quand vous lui mettez un coup de pression pour le faire réagir, eh bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Avant que la décision devienne consciente, le cerveau a déjà pris cette décision. Donc, faites prendre la décision à votre conjoint dans un environnement sain, agréable, d'où le badinage, l'humour, la sexualisation, la tension sexuelle. Donc, les zones cérébrales correspondant au choix sont activées en amont, ce qui oriente inconsciemment le regard. C'est comme ça qu'on l'a vu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que votre conjoint, si vous lui demandez, par exemple, je sais pas, de vous rendre un service, comme ça vous pourrez passer un bon moment ensemble, eh bien, au moment où vous allez demander le service, il n'a pas encore pris sa décision, mais ça a déjà engagé, dans le cerveau, c'est déjà fait. Parce que c'est en fonction des aires cérébrales qui fonctionnent au moment où vous le demandez, qui entraînera la décision, même si au moment où vous dites les choses, évidemment, la personne n'a pas encore pris de décision. Donc ça veut dire que quand vous parlez à votre conjoint qu'il est en down, eh bien, votre conjoint est plein de cortisol. Au moment où vous lui posez la question, est-ce que tu voudrais me rendre ce service, la zone qui est activée, c'est une zone de réfraction, de survie, et il va vous dire non. Non pas parce qu'il voulait vous dire non, mais parce qu'au moment où vous avez posé la question, ou les instants avant aussi, c'était ces zones du cerveau qui étaient comment dirais-je, orientées. Donc, les yeux anticipent les intentions futures et vont refléter les processus de décision en cours dans le cerveau, même lorsque les mouvements oculaires ne sont pas directement liés à cette décision. Donc, cette étude démontre ce que je vous dis depuis longtemps, c'est qu'il y a un lien étroit entre processus perceptif, prise de décision et contrôle oculaire. C'est pour ça que négocier par texto, c'est suicidaire. Hein, vous ne savez pas, au moment où la personne lit votre message, vous ne savez pas quel est son état. Si elle vient de se prendre la tête avec son pansement, avec son patron, avec un enfant ou je ne sais quoi, la décision sera prise par rapport à cet état émotionnel. Donc vous allez, grâce aux formations que vous faites, ouvrir des perspectives pour mieux comprendre comment fonctionnent les mécanismes cérébraux, notamment ceux qui sont sous-jacents au choix, et vous allez pouvoir décoder en étant face à face ou au téléphone des décisions inconscientes à partir de l'état que vous aurez créé chez votre conjoint. Vous pouvez le sentir au téléphone, alors il vaut mieux évidemment le faire en face à face, mais vous pouvez effectivement avoir ce phénomène fascinant de reconsolider une relation qui a été fragilisée. Évidemment, les yeux de votre conjoint, quand vous les voyez et qu'il voit les autres, expriment extrêmement beaucoup de choses sur nos émotions, sur nos réflexions, hein, notamment en raison de la pupille. Plus la pupille est dilatée, plus la personne est pleine de dopamine, plus la pupille est restreinte, plus la personne est pleine de cortisol, et ça ne peut pas maîtriser le volume de sa maîtrise, de sa pupille, à tel point que les séductrices italiennes mettaient ce qu'on appelle du bleu d'Italie pour garder les pupilles bien dilatées, pour faire croire qu'elles étaient plus séduisantes, puisque pour un homme notamment, quand une femme est séduite par nous, on la trouve plus séduisante. Voilà, c'est un bug du cerveau. Donc les yeux sont le miroir de l'âme, et quand vous êtes en face à face avec votre conjoint, vous allez observer le regard de votre conjoint,
et vous allez plus facilement décoder son humeur, son degré d'intérêt et bien sûr les choix qui vont se préparer. Si vous voyez que les pupilles sont dilatées, c'est bon, posez votre demande. Si les pupilles sont restreintes, vous savez que le choix qui viendra après avoir posé la question sera plutôt négatif, puisque à ce moment-là, ce sont des zones du cerveau frein qui fonctionnent. Toutes ces études récentes de neurosciences nous montrent que la direction des yeux anticipe nos décisions quelques secondes avant que vous en ayez pleinement conscience. Évidemment, les pupilles trahissent les intentions futures. Donc, plus vous allez être attentif aux signaux envoyés par le regard de votre partenaire, plus vous allez pouvoir reséduire votre partenaire rapidement, ce que vous ne pouvez pas faire, évidemment, par écrit, et encore moins par un silence radio, parce que là, vous n'aurez aucun moyen de pouvoir reséduire votre conjoint, de montrer que vous avez changé. Donc, vous allez observer en exercice, avec bienveillance, les yeux de votre conjoint dans les différentes situations, comme vous le voyez évidemment, et vous essayez de deviner ses pensées grâce à la direction de son regard, qui est un bon entraînement. Alors, vous essayez de voir, alors c'est pas de la PNL qui est indiquée quand on regarde à droite, ça veut dire ça, quand on regarde à gauche, ça veut dire ça. On s'est aperçu que c'était pas validé en neurosciences, mais vous savez déjà que avant de poser une question, en fonction de la pupille et de l'intensité du regard, vous aurez déjà votre réponse avant que la personne n'y ait accès elle-même. Donc évidemment, le cerveau prépare déjà nos décisions avant même que nous soyons pleinement conscients. Hein, pour vous, c'est pareil comme pour votre conjoint. En réalité, les zones cérébrales qui correspondent à chaque option sont activées en amont. C'est la zone qui est activée en amont qui va faire prendre la décision. Donc, choisissez, avant de poser une question à quelqu'un, hein, le côté j'ai déjà créé de la dopamine chez mon conjoint. Les prunelles anticipent en quelque sorte les intentions futures et comme le regard reflète les rouages secrets de votre cerveau, eh bien vous allez pouvoir lire les hésitations dans le regard de votre conjoint. En période de crise, pouvoir anticiper le choix de son partenaire est précieux. Hein, cela donne un temps d'avance pour désamorcer une situation à risque. Si par exemple votre conjoint regarde souvent la porte, c'est qu'il songe à partir. Donc c'est une inclinaison naissante. Lorsque votre conjoint vous cache quelque chose, il ne vous regarde pas dans les yeux. Il essaye de cacher son regard. Hein. Vous me dites souvent, mon conjoint, depuis qu'il me trompe, ne me regarde plus dans les yeux. Hein. C'est un phénomène de honte. Évidemment, il ne s'agit pas d'espionner votre conjoint, mais de comprendre pour l'accompagner avec passion. L'idée est d'aider votre conjoint à verbaliser ses désirs avant que de générer des tensions ou que vous créez des tensions plus importantes. Cette étude dont je vous fais part aujourd'hui, qui confirme ce que je vous dis depuis des années, nous exhorte encore à cultiver votre empathie, comme je le dis souvent. Si vous voulez créer un lien nouveau avec votre conjoint, vous allez essayer de créer de l'empathie, c'est-à-dire de marcher dans les baskets de votre conjoint. Hein. L'empathie, c'est la clé du bonheur. Prenez le temps de vous isoler, prenez le temps de fermer les yeux, prenez le temps d'imaginer en détail ce que peut ressentir votre moitié, surtout si vous avez été, vous, en crise avant, et vous allez vous efforcer de percevoir la réalité de son point de vue avant de juger ses attitudes. Cet exercice, évidemment, est difficile, mais il est tellement puissant, il vous permettra de mieux comprendre et d'accompagner votre ressenti tout au long de votre relation avec votre conjoint. Souvent, on est dans sa tête, on ne regarde pas les autres. Regardez les yeux, regardez le fonctionnement, les pupilles, et vous allez voir à quel moment vous pouvez faire demander ce que vous voulez. Donc, si vous arrivez à décoder les signaux de votre partenaire, aussi ténus soit-il, dans l'intonation de la voix, dans le regard, vous allez cultiver du coup une capacité d'empathie plus grande, hein, une compassion, et vous pourrez finalement épauler au mieux votre conjoint dans cette période troublée, et vous allez pouvoir sortir ensemble de la phase 4, dans la phase 4 de votre couple, c'est-à-dire que vous serez sorti grandi de l'épreuve. Évidemment, si vous vous formez, évidemment, si vous faites ce qu'il faut, vous allez traverser avec succès cette tempête, même si la traversée du désert est longue, et puis vous allez voguer à nouveau vers le bonheur, mais ça va passer par toutes ces apprentissages que vous allez faire et qui vont vous rendre heureux parce que vous allez changer votre vie en comprenant comment fonctionne l'humain et le cerveau. Et bien évidemment, hein, vous allez, par exemple, si vous avez un patient, si vous travaillez dans le milieu médical et que vous avez un patient face à vous, vous allez pouvoir vite voir si ce que vous allez lui prescrire, par exemple, va être efficace ou non. Est-ce qu'il va prendre les médicaments ou pas en fonction
de son regard en fonction de la détente, de la compassion que vous aurez mis. Aujourd'hui, beaucoup de médecins ont un métier essentiellement technique parce que on est obligé de prendre des personnes à un quart d'heure, 20 minutes pour faire tourner son cabinet. Donc, on n'a pas le temps d'avoir cette compassion, mais le médecin de famille de l'époque faisait ça très bien. Et ça permettait d'avoir des soins qui étaient intéressants. Donc, pareil, si vous vendez des produits, pareil, si vous travaillez dans une administration, si vous arrivez à lire à l'avance les décisions de votre interlocuteur, eh bien, vous serez beaucoup plus efficace dans votre façon d'être heureux dans votre monde. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve tout de suite en descriptif de cette vidéo pour aller consulter le catalogue et choisir votre formation.